d'information. C'est vrai que jusqu'à présent, on a surtout communiqué soit par voie électronique, soit par affichage, quelque chose d'un peu conventionnel, et que au fur et à mesure que la situation évolue, il nous est apparu qu'il était nécessaire d'avoir un échange un peu direct, à la fois pour vous présenter le dispositif qui a été mis en place maintenant depuis plus d'une semaine, et celui vers lequel nous allons évoluer, parce que la situation va évoluer. Et puis bien évidemment, répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. N'hésitez pas, toutes les questions sont... je ne sais pas si on pourra répondre à toutes, mais nous essaierons de répondre de la façon la plus précise possible et la plus claire possible. Alors, le premier temps va être un temps un peu de description de notre organisation. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? Comment la situation a été gérée? Quel est le rôle attendu du CHIAC? Qu'est-ce qu'on attend de nous dans le dispositif? Et puis ensuite, on dira quelques mots sur ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Je ne dis pas dans les semaines, parce que une des caractéristiques quand même de cette situation, c'est qu'elle évolue parfois d'heure en heure. Souvent, l'échelle d'évolution, c'est la demi-journée. C'est toujours la journée de toute façon. Il y a encore une série de consignes qui vient de nous être délivrée. Donc c'est un peu la caractéristique de la situation, et c'est ça qui rend difficile de communiquer sur le sujet. Beaucoup de communication médias, beaucoup de choses sont dites, mais sur l'armement du dispositif sanitaire et la prise en charge des patients, la situation a évolué très très vite. Donc on va vous le présenter, et puis ensuite, une fois qu'on aura fait ça, ce sera à vous de vous exprimer. Docteur Coursier, alors pour votre info, il y a quand même une cellule de crise quotidienne. On se réunit tous les jours, et tous les jours, on décide de la stratégie et de ce que nous allons mettre en place, soit pour le soir, soit pour le lendemain. Et tous les jours à 16h, samedi, dimanche et fête, on se réunit, toute une cellule que le docteur Coursier vous présentera. On est une quinzaine de personnes, et on fait le point, et on prend les mesures appropriées selon ce qu'on observe et selon les instructions que nous envoie Santé publique France, c'est-à-dire le ministère. Docteur Coursier, si vous voulez bien. Le docteur Molin, qui est notre infectiologue, est également là pour présenter le dispositif avec le docteur Coursier, puis bien évidemment répondre à toutes vos interrogations. Donc la présentation, bien sûr, une présentation qui reflète le travail de tout ce groupe de crise, et donc chacun après à mettre sa spécificité et rassembler un certain nombre d'éléments de synthèse pour lancer le débat. La première chose, c'est l'évolution, comme vous le savez, parce que les médias nous abreuvent donc de chiffres. Les 423 de la France, c'était ce matin à 6h ou 7h. Ça a sûrement évolué, je n'ai pas regardé, mais bien sûr, nous sommes dans les pays qui allons avoir l'épidémie, ça c'est certain. La deuxième chose, c'est qu'il y a une notion très importante qui est une notion de zone à risque qui pose problème, parce qu'évidemment, quelqu'un qui revient d'Italie, il n'entend pas forcément qu'il revient des zones vraiment à risque d'Italie, c'est-à-dire Lombardie, Vénétie, Émilie-Romagne et Piémont. Et cette notion de zone à risque évolue quotidiennement, à la fois dans sa géographie, mais même dans son poids vis-à-vis de la décision à prendre. Donc on pourra revenir là-dessus avec le Dr Molin en particulier. Donc ce matin, 423 cas confirmés, 5 décédés, ce ne sont pas que des femmes. Et en fait, nous évoluons donc vers des foyers, il y a des foyers dits clusters qui en fait sont des foyers de plus en plus épidémiques, avant de passer dans la phase épidémique que nous annonce déjà le président, sans savoir exactement à quel moment ça va se déclencher, en sachant que si vous regardez la télévision, vous écrivez des écrits, vous avez des gens qui vous disent que c'est demain et d'autres qui vous disent que c'est dans 15 jours. Au total, personne ne sait. La décision est prise au jour le jour dans les cellules de crise nationales. L'autre chose, c'est qu'il y a une notion qui est un peu complexe, et simplement c'est pour vous dire qu'il y a trois notions en termes de patients. Il y a ceux qui sont possibles, c'est-à-dire qui ont plusieurs caractéristiques que je ne vais pas détailler dans cette
séance d'information. Simplement, ces cas possibles sont de plus en plus étendus et aujourd'hui, on évolue vers donc toute infection pulmonaire basse, pneumonie, qui fait que c'est un cas possible. En fait, nous, au quotidien, ce que l'on a, c'est des cas suspects, qui ont des signes, qui viennent d'une zone d'exposition, ou qui ont été au contact de cas confirmés. Et ces cas suspects, on les soumet à l'infectiologue de l'IHU à Marseille, qui nous dit c'est un cas possible, et il va falloir le prélever. Voilà. Et les cas contacts sont des gens qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé. Là, on a de plus en plus de gens qui viennent parce qu'ils pensent avoir été avec un contact, mais il ne correspond pas forcément. Donc, il faut faire un tri et une évaluation du contact. Et plus l'épidémie va se développer, et plus il y aura des gens qui penseront avoir été au contact de gens. Voilà. Donc, actuellement, la définition, ça aussi, cette définition évolue en permanence. Comme le cas possible, vous avez vu que ça peut évoluer. Le cas contact évolue. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui partage le même lieu de vie, ou c'est quelqu'un qui a eu un contact direct avec lui dans des conditions étroites, soit face à face, qu'à la durée, soit qui a prodigué des soins ou qui a manipulé des prélèvements. C'est 4 cas à condition qu'il n'y ait eu l'absence de moyens de protection adéquats. Bien sûr, les soignants qui sont protégés ne sont pas en contact étroit, au contraire. Un petit rappel général, parce que tout le monde ne connaît pas forcément les phases, même si en regardant les différentes émissions de télévision, vous êtes de plus en plus acculturés à ce sujet. Il y a bien 4 phases qui sont en gros regroupées en 2 phases. La phase de transmission poradique et la phase de foyer, où l'objectif c'est d'abord d'essayer d'éviter l'épidémie, c'est ce qu'on va appeler l'endiguement, où les actions sont particulières pour éviter d'empêcher l'introduction, voire freiner la propagation. Et ces actions sont très différentes de la phase épidémique, où l'objectif c'est d'atténuer les effets de l'épidémie. Et donc c'est pour ça qu'il y a des changements permanents de stratégie et d'action et d'annonce, parce que le foyer évolue, l'épidémie évolue, et on s'adapte aux permanents. Là, aussi, en termes d'acculturation, il faut savoir que la stratégie d'endiguement, elle repose essentiellement sur deux types de lignes d'établissements. Il y a les établissements marseillais et le CHU de Nice qui, au départ, donc, accueillent les cas suspects possibles et confirmés, on va dire, et qui effectuent les examens de diagnostic positif. Et il y a d'autres établissements, comme les nôtres, qui, pendant cette phase initiale, font la détection des cas suspects et envoient les bilans à l'IHU et ne prennent pas en charge les cas possibles et confirmés, mais préparent déjà la phase épidémique. C'est ce que nous préparons depuis maintenant une dizaine de jours. En phase épidémique, notre action va devenir différente, puisque du coup, nous sommes au niveau 2. Voilà, donc on va détecter les cas suspects, mais nous allons aussi de plus en plus garder les cas possibles et les cas confirmés, ce qui va dire que nous aurons de plus en plus de patients porteurs qui seront hospitalisés chez nous, et puis des établissements de 3e ligne qui avaient pour but au départ de détecter des cas suspects, de prendre des pathologies non corona, mais chez qui on pouvait envoyer nos patients. Actuellement, cette stratégie est déjà dépassée. Il faut bien comprendre pourquoi la complexité de l'information, c'est qu'on passe de la phase pré-épidémique à la phase épidémique, donc on a ce qui est marqué, et que donc la stratégie à mettre en place est très différente. La première, en phase pré-épidémique, c'est d'abord de savoir reconnaître l'agent pathogène. Là, dans le cas particulier, ce n'est pas une épidémie connue, donc c'est très différent de la grippe. On sait ce qui nous arrive, et on peut même anticiper sur la vaccination. Là, c'est un virus qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'il faut à la fois connaître le virus et connaître ses effets chez l'homme. Donc, c'est toute cette phase-là qu'on a vécue, et qu'on a vécue par l'intermédiaire des médias pour ce qui se passait en Chine. Et puis, on met en place les actions d'endiguement de la diffusion du virus. Mais on arrive dans une zone inconnue, et c'est pour ça que d'un expert à l'autre, à la télévision, vous avez eu des informations extrêmement différentes, sachant, voilà, il y avait des extrapolations, soyons clairs, on connaissait la famille, avec des très méchants et des moins méchants. Les effets de celui-là, on ne les connaissait pas, et on continue aujourd'hui, chaque jour,
à analyser les études parce que chaque jour apparaissent des éléments de plus en plus précis sur la connaissance de la pathologie déclenchée par ce virus. Et puis donc là, une fois qu'on sera dans la phase épidémique, l'objectif c'est bien d'adapter la prise en charge du système au volume de patients atteints, et donc on n'est plus dans essayer d'isoler le cas suspect ou le cas possible, parce que de toute façon il y en a partout dans la population, et c'est ce que nous annonce aujourd'hui le président. Qu'est-ce que l'on peut dire de façon assez macro sur la connaissance du virus? C'est que l'incubation est de 2 à 14 jours, qu'il y a des porteurs sains, non plus probables et presque certains, que des patients paucisymptomatiques, c'est-à-dire qui ont une petite toux, un petit rhume, il y en a beaucoup, plus qu'on le croyait au départ, que la transmission, et c'est ça le plus important pour vous tous, parce que ça va nous concerner tous, ici et chez nous, c'est que la transmission est par projection de gouttelettes, de postillons, mais aussi par des vêtements contaminés, par exemple lorsqu'on tousse sur son bras, avec une durée de vie du virus estimée à 3 heures. L'autre point important lorsque vous écoutez les informations, c'est qu'on mélange beaucoup taux de mortalité et taux de létalité. Le taux de mortalité comporte les gens qui sont asymptomatiques. Or, en début d'épidémie d'un virus nouveau, on ne connaît pas les patients et le nombre de personnes qui sont asymptomatiques. Donc, le taux évolue donc de jour en jour, puisque on a de plus en plus de cas, de plus en plus de décès que l'on peut analyser, et on a de plus en plus de détection de personnes peu symptomatiques en tout cas, et ce qui fait que ce taux de létalité et le taux de mortalité, vous allez les voir évoluer en permanence. Donc le taux que je vous ai mis là est de létalité date de 48 heures, donné par Philippe Brocchi, qui est notre référent sur l'IHU, à la presse il y a 48 heures. Mais sachez que ces chiffres vont évoluer et que donc un chiffre d'aujourd'hui, ça ne sera pas le chiffre de demain. Qu'est-ce que nous avons fait? Donc en début janvier, il y a eu effectivement au niveau du ministère un peu de mise en condition avec une réflexion nationale au niveau des ARS, mais en réalité le niveau 1 a été déclenché pour nous le lundi 24 février par une réunion à l'ARS qui nous a fait déclencher donc une cellule de veille quotidienne du CHIAP. Quand on dit cellule de veille, ça veut dire que là c'est une cellule plus restreinte qui définit chaque jour, c'est-à-dire si on a besoin d'une adaptation rapide ou pas, et donc prendre des décisions. L'objectif de cette phase en niveau 1, c'était pour nous d'organiser la réception des circuits avec des circuits dédiés des cas possibles. Et les cas possibles, c'est donc des cas suspects pour lesquels on a appelé l'IHU qui nous a dit qu'il faut prélever. Et qu'il fallait se préparer à la phase 2, c'est-à-dire la phase d'épidémie. Donc il y avait eu 5 groupes de travail qui ont travaillé sur plusieurs sujets différents jusqu'au 27 février. Le vendredi 28 février, c'est-à-dire il y a une semaine dans l'après-midi, l'ARS déclenche le niveau 2, ce qui nous fait passer en cellule de crise quotidienne avec beaucoup plus de personnes autour de la table. Et notre mission devient à maintenant recevoir tous les cas, donc y compris les cas confirmés de patients ayant donc le virus, et d'hospitaliser les cas possibles, de recevoir tous les cas en entrée et faire les prélèvements et de retour hospitaliser tous les cas possibles. Depuis quelques jours, la situation évolue de demi-journée en demi-journée, donc je ne vais pas vous passer évidemment les détails pour tout à l'heure vous dire à peu près les messages de ce matin. Donc on a continué les groupes de travail et on a fait les analyses à envoyer à l'IHU. Je vais passer simplement les grands titres, c'est-à-dire que notre mission c'était bien structurer les filières d'accueil court des patients suspects, c'était structurer la prise en charge des cas possibles pour transfert vers l'IHU, c'était mettre en œuvre les mesures d'hygiène de type contact et air vu le mode de transmission, et puis d'évaluer les stocks de matériel et de formaliser les procédures. 5 axes avaient été définis et proposés par notre infectiologue de l'établissement. La sécurité des soignants, la sécurité des patients hospitalisés, la qualité des soins aux patients, la non-multiplication des sites de prise en charge, l'évolutivité du secteur choisi en fonction des besoins. Évidemment, la non-multiplication des sites évidemment, de prise en charge est une chose complexe puisque la variabilité du type de patients qui arrivent va augmenter au fur et à mesure de l'épidémie et on va avoir à la fois des patients peu graves et des patients graves arrivés
c'est difficile d'avoir la même filière. Donc un certain nombre de décisions opérationnelles ont été prises au début, avec donc l'utilisation du pavillon des Tamaris. Vous avez vu l'essai d'une tente à l'entrée des urgences qui est tout de suite fait, que les journalistes sont arrivés, mais c'était un simple essai, ce n'était pas une mise en place. L'utilisation donc du pavillon des Tamaris pour permettre que les patients ne rentrent pas aux urgences, soient triés, prélevés en attendant des résultats. L'autre chose, c'est l'écriture de tous les protocoles et le plan de communication. Donc ce plan ce pavillon des Tamaris, dans lequel il y avait des personnes qui travaillaient et que l'on a, je veux dire, exproprié très rapidement, et on leur remercie de leur patience, parce qu'aujourd'hui, il y a encore certaines difficultés. Isolement des patients dans des box des Tamaris, attente de transfert les établissements et habilités, c'est-à-dire l'IHU pour ce qui nous concerne, puisque cet établissement reçoit les cas confirmés qui sont à hospitaliser, puisque tous les cas confirmés sont à hospitaliser. Après consigner une demande du SAMU, bien sûr, les patients sont dirigés, comme vous l'avez vu dans la presse, par le SAMU qui donne la conduite admissible. Donc il a fallu déplacer des bureaux, mettre en place la logistique, faire appel à du volontariat, écrire les protocoles. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans la phase quasiment épidémique, même si elle n'est pas définie. Donc on a un certain nombre d'actions à mettre en place qui sont prédéfinies dans le plan, et puis pour laquelle nous, on a travaillé sur la notion de zone d'hospitalisation en grand volume si l'épidémie se déclarait. Par exemple, l'utilisation du 5e étage de Cézanne, en sachant qu'on n'est pas encore là et qu'on va donc mettre en place chaque jour des systèmes de montée en puissance. Et on a encore une cellule de crise tout à l'heure qui va encore déterminer l'évolution du système. Pour ce qui est des personnels, donc soit la notion de revenant d'une zone à risque, soit la notion de contact direct, soit ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire des symptômes et des gens qui ne reviennent pas de zone à risque. Et on a eu pas mal de gens qui ont appelé ou qui sont venus parce qu'ils pensaient venir d'une zone à risque, parce qu'ils revenaient d'Italie alors qu'on était encore au début. Voilà, donc ne revenant pas d'une zone à risque, à cause d'un peu de la fièvre, j'allais dire, existante partout, est une notion qui est très précise, mais qui n'est pas bien partagée. Revenant d'une zone à risque, donc soit le professionnel n'est pas symptomatique, il peut travailler avec un masque et il se surveille, soit il est symptomatique et donc il doit contacter le 15, il note, applique les consignes, doit contacter la DRH pour transmettre les consignes, soit il revient d'un cas direct confirmé, et je vous ai donné tout à l'heure ce qu'on appelait donc les cas contacts, c'est-à-dire les gens qui ont été au contact d'un cas confirmé de façon proche avec les critères. Il doit contacter son cadre et la DRH, remplir à la santé du travail le questionnaire d'évaluation, évaluation par l'infectiologue du CHIAP, ou c'est pour les praticiens de l'hygiène, de l'unité d'hygiène sur le risque, et d'une décision en fonction des risques. Donc il y a eu un rappel, et il y a encore eu des émissions sur les ports de masques. Vous pourrez me proposer des questions plus précises, mais aujourd'hui, il y a une notion qui est évolutive dans l'utilisation du masque. Il y a un protocole qui n'est pas encore ressorti, mais qui va sortir exactement pour quand est-ce qu'on l'utilise et lequel on l'utilise dans l'établissement. En gros, sachez que le masque chirurgical est dans 90% des cas, sauf si vous êtes en train de faire une intubation ou une endoscopie, et le masque qui protège, Madame le Dr Molin vous pourra le préciser bien mieux que moi. Le masque donc, que l'on utilise dans le coronavirus, pareil, il sera bien précisé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, depuis quelques jours, on a surveillé le nombre de passages aux urgences et on s'aperçoit qu'il est assez stable, entre 130 et 110 passages par jour. Donc là, une flambée, et d'ailleurs, souvent pendant les phases d'épidémie ou de crise, la population générale se présente moins au service d'urgence. Pour l'instant, c'est stable. Le nombre d'hospitalisations est également stable. Voilà. L'activité, donc c'était hier soir, hier après-soir, on était à 31 passages au Tamaris de patients suspects. Voilà, mais vous voyez que parmi les patients suspects, aucun n'était négatif, parce que celui où il y a point d'interrogation est arrivé négatif ce matin, et qu'on a eu essentiellement des grippes et des VRS. Voilà. Il y a aujourd'hui donc une directive nationale, une fiche technique pour mettre en place une
une prise en charge ambulatoire des cas possibles sans critère de gravité. C'est ce qui est en train d'être mis en place. Et puis le rôle de Pertuis qui est de recevoir les cas suspects, de protéger le personnel et de nous les transférer. Ce matin très tôt, donc arrivée d'une directive DGARS du vendredi 6 mars. Donc premièrement, activer les établissements 2B, donc c'est-à-dire ceux qui au départ n'étaient pas censés être activés pour recevoir des patients suspectés et possibles, Martigues, Arles et Saint-Joseph, et pour les Alpes-Maritimes, Grasse et Antibes. Et leurs missions ont été donc réévaluées, évaluer cliniquement les cas suspects et possibles, prélever les patients et adresser les prélèvements aux 3 laboratoires, puisque tout le monde a été activé et que nous sommes en train de monter la technique et de prendre en charge les cas confirmés. Là, il y a aussi des recommandations sur la prise en charge des cas possibles en ambulatoire selon la fiche technique dont vous pouvez parler. Il y a aussi des indications pour laisser les patients à domicile dans l'attente du résultat, avec un circuit qui doit être très précis, en sachant qu'il y a une notion d'aggravation possible, et donc il faut être prudent dans les retours à domicile en attente. Voilà, donc une notion qu'on garde évidemment les patients fragiles, et en particulier ceux qui sont sans domicile fixe, et qu'après, en fonction du résultat, s'il est positif, il faut absolument hospitaliser. Aujourd'hui, il y a encore la consigne d'hospitaliser tous les cas positifs, même s'ils n'ont pas de signe de gravité. Et si le signe est négatif, la personne est informée et les mesures de précaution sont rapides. Sur le site, sur l'intranet, vous avez un certain nombre de documents et de liens, avec à la fois dans la documentation comité CLIN des éléments se référant au Covid-19, qui est appelé SARS-CoV-2, et puis vous avez un logo sur préparation du risque épidémique qui vous bascule sur le site Santé publique France. Voilà, j'ai à peu près le résumé, la synthèse de tout ce qui a été fait. Après, nous sommes bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, docteur Coursier. Donc vous voyez un dispositif dont la caractéristique est quand même d'être très plastique et d'évoluer au jour le jour. Pas plus tard qu'il y a 4 heures, il y avait un nouveau dispositif qui se déployait. Alors un point sur lequel on est passé vite, mais qui a son importance, à partir de la semaine prochaine, le CHIAP sera habilité pour réaliser les analyses. Jusqu'à présent, vous l'avez bien vu, on accueillait les patients. D'abord, on accueillait les patients, puis ensuite, on les envoyait à Marseille. Ensuite, on a accueilli les patients, on les a prélevés, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, et on a envoyé les prélèvements à Marseille. Et à compter de la semaine prochaine, on accueillera, on prélèvera. Et puis, si nécessaire, vous avez vu, on les gardera s'il y a une nécessité de les hospitaliser. Donc, il y a vraiment une montée en charge très progressive. Docteur Molin, vous voulez... Pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Dominique. C'est en fait une